Saint Jean Bosco, 1815-1888. Saint Jean Bosco est un fils du Piémont italien qui s'amuse, enfant, à apprendre par cœur les sermons du curé. Ce saltimbanque de Dieu organise à 12 ans des spectacles pour attirer les âmes à Dieu. Cet adolescent de 14 ans veut devenir prêtre pour enseigner aux enfants la religion et empêcher qu'ils deviennent mauvais. Ce séminariste prend 7 résolutions lorsqu'il reçoit la soutane à son entrée au séminaire près de Turin à 20 ans en 1835, dont celle-ci: chaque jour je citerai un exemple, une maxime qui fasse du bien à l'âme d'autrui. Don Bosco est un prêtre atypique qui fait prier et chanter à la Vierge ses enfants oisifs et jeunes délinquants des faubourgs de Turin en pleine révolution industrielle, leur enseignant le catéchisme et créant pour eux l'oratoire de Saint François de Sales. Dans ce 3e volet de votre émission Pèlerin de Dieu, en l'honneur de ce géant de la sainteté qu'est Saint Jean Bosco, essayons ensemble de comprendre l'essor de la famille salésienne en Italie et dans le monde, autour notamment d'une société de prêtres et d'un institut des filles de Marie Auxiliatrice. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Jean Bosco est né en 1815, au début du 19e siècle, près de Turin. Issu d'une modeste famille paysanne, il perd son père très tôt, à peine 2 ans. Élevé par sa mère, maman Marguerite, il se sent appelé tout jeune à consacrer sa vie aux enfants et aux adolescents. Pour y parvenir, il doit étudier dans des conditions difficiles et devient finalement prêtre en 1841 et découvre la misère des jeunes dans les faubourgs de Turin. Il parvient à rassembler nombre d'entre eux et fonde son premier oratoire dans le quartier du Val d'Occo, à la fois lieu de loisirs et d'évangélisation, école professionnelle et secondaire. Et toute cette première partie de la vie de Saint Jean Bosco, nous l'avons aperçu, découvert au long des 2 précédentes émissions. Dans cette 3e émission, nous allons découvrir le Don Bosco, fondateur de congrégation. Et Don Bosco est fils de son temps. Il faut replacer un petit peu le contexte historique. Nous sommes dans une Italie qui s'achemine petit à petit vers une unification. Il va être confronté aux journées révolutionnaires dans les années 1830, mais également en 1848, qui a des conséquences très importantes. Il y a une vague anticléricale qui se manifeste, étant donné que le pape va être pris à partie entre d'un côté l'Autriche, qui domine une grande partie de l'Italie, et puis le royaume de Piémont, puisque Turin appartient à ce royaume du nord de l'Italie, et ces conflits politiques rendent la naissance d'une organisation beaucoup plus difficile. Alors, un lien bien particulier va être établi entre Don Bosco et le pape de l'époque, puisqu'il va notamment, Don Bosco a toujours des soucis d'argent, et il organise des grandes loteries avec des grands comités de patronage réunissant les grands notables de Turin. Et il va à cette occasion, il va partir pour Rome. Nous sommes en 1858 pour faire connaissance du pape. Il reçoit donc, il est accueilli par le pape Pie IX qui traverse alors l'une des rares périodes calmes de son pontificat, et les 2 personnages vont se lier d'amitié pendant quasiment toute leur vie. Il va le défendre dans cette période mouvementée où, je vous rappelle, la France avec Napoléon III va intervenir militairement en aidant le royaume de Piémont-Sardaigne, qui va mener haut l'étendard pour réunifier l'ensemble de l'Italie sous le roi Victor Emmanuel II.
Et ce voyage à Rome de Saint Jean Bosco va lui permettre de consolider une amitié personnelle avec le pape de l'époque. Et d'ailleurs, il en a bien besoin pour développer sa société, son organisation au profit des jeunes de Turin. Jusqu'à là, Jean Bosco disposait à ses côtés de collaborateurs, donc qui l'aidaient, donc des collaborateurs ecclésiastiques ou laïcs, donc des prêtres ou des laïcs qui l'aidaient dans son œuvre d'éducation, mais personne n'était engagé dans une société proprement ce que va devenir cette société salésienne. Et donc progressivement, elle va se constituer avec cet appui du pape Pie IX qui l'encourage dans son œuvre d'éducation. Et donc c'est la naissance d'une véritable congrégation que Don Bosco veut nommer la Société de Saint François de Sales, en référence à Saint François de Sales, dont son esprit qu'on a vu dans la première émission, c'est-à-dire qu'il avait profondément marqué dans son propre séminaire, un esprit d'abord de spiritualité à disposition des laïcs et non pas réservé aux religieux, et aussi cet esprit alors peut-être qu'il rejoint Jean Bosco dans ce qu'il est personnellement, d'un caractère très fort, peut-être un peu dur, qui s'est adouci. Et on disait de François de Sales, Dieu doit être bon car Monsieur de Sales est si bon. Il y avait cette douceur en lui qui l'avait profondément marqué, qui pétrissait son caractère, et il sentait à quel point il devait s'inspirer de ce modèle de François de Sales pour communiquer cette bonté, cette douceur de Dieu. Et donc il s'est toujours placé sous l'auspice de Saint François de Sales, qui était sa source d'inspiration aussi très forte dans tout le domaine de l'éducation. Alors cette société, elle va naître le 18 décembre 1859. Il y a autour de Jean Bosco 17 volontaires qui ce soir-là s'entassent dans la chambre du saint, Giovanni Bosco, et donc celui-ci leur répète d'abord les motifs de la société qu'il veut créer, c'est-à-dire tout d'abord promouvoir et conserver l'esprit d'une vraie charité requis dans l'œuvre des oratoires pour la jeunesse abandonnée et en danger. Et donc cette société, elle est d'abord pour la promotion de l'éducation et la sanctification, deuxième motif, la sanctification de ses propres membres, s'aider mutuellement à marcher vers la sainteté. Donc cette société est fondée ainsi le 18 décembre 1859 et donc elle ne va cesser de s'affermir. Donc quelques années après, elle comptera de nombreux novices. En 1869, il y a déjà 30 prophètes perpétuels, 33 prophètes temporaires et 42 novices. Donc c'est une croissance très rapide. Alors la grande évolution de cette société sur une dizaine d'années est la suivante, c'est que l'aspect religieux va se développer. Au fur et à mesure, il faut rappeler le contexte, la banlieue de Turin avec une jeunesse très perturbée par la révolution industrielle qui impose des cadences tout à fait terribles dans des usines. Ces jeunes sont souvent déracinés en venant de campagne de l'Italie et puis ils ont les mauvaises fréquentations. Ils s'entassent à Turin, il y a une explosion démographique tout à fait étonnante. Et puis Don Bosco va se sentir appelé par ces jeunes laissés dans une oisiveté et qui tournent dans la délinquance. Souvenez-vous, au départ il a visité les prisons et puis il se dit voilà, il a créé d'abord un centre basé sur le jeu, on y reviendra dans une émission spéciale, et puis un foyer pour recueillir les enfants, et c'était les enfants de classe populaire, très pauvres. Or, alors que se développent et que se multiplient les entrées, il va être l'idée géniale de cet oratoire de Saint Jean Bosco. Il va être amené à faire des fondations ailleurs en Italie, et là, ça va se transformer dans des collèges avec un accès plus élevé en termes de prix, et donc on a une évolution entre des enfants très pauvres de la banlieue de Turin et puis finalement une école salésienne qui touche plutôt les classes moyennes ou la bourgeoisie. C'est la première évolution, et finalement Don Bosco va être un petit peu tiraillé entre effectivement le projet initial pour les jeunes très populaires et puis cette évolution qui se déroule, et finalement il va comprendre que le fait de multiplier les exercices spirituels avec des vœux va être comme une
une méthode de serre chaude, c'est-à-dire dans un milieu assez clos, redonner à ces enfants une colonne vertébrale suffisante pour après vivre en liberté dans un monde qui est parfois leur sont hostiles. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1959, dans sa maison du Val d'Occo, Jean Bosco continue d'œuvrer et cette maison est maintenant pleine à craquer, pleine comme un œuf. Donc il y accueille 200 internes et puis donc il y a l'expansion de toutes les activités éducatives avec l'ouverture de nombreux ateliers. Donc par exemple en 1862 c'est l'ouverture d'un atelier de forgeron serrurier. Il y a actuellement 7 ateliers donc dans cette date de 1862: cordonnerie, reliure, menuiserie, tailleur, typographie, fonderie, caractère et forge. Donc il s'agit bien de former cette jeunesse et de lui donner un avenir, notamment un avenir professionnel. Alors cette maison est trop petite et donc entre 60 et 64, eh bien il va y avoir une extension formidable du Val d'Occo qui rachète tous les terrains autour, qui s'étend et c'est trop petit. Alors il y avait non loin de là un petit séminaire qui va être confié aux Salésiens, aux frères Salésiens. Donc c'est une aventure un peu nouvelle puisque ce petit séminaire était vide. Alors le petit séminaire, il faut pas voir derrière le mot séminaire la formation directement de prêtres, mais pour les enfants, donc un enseignement de qualité à partir du primaire, pour reprendre les mots d'aujourd'hui, collège et lycée, pour leur permettre d'accéder à un niveau d'études et un certain nombre bien deviendraient prêtres pour entrer ensuite au grand séminaire. Donc le petit séminaire, c'est d'abord une œuvre d'éducation pour favoriser chez des jeunes garçons la possibilité plus tard d'entrer au séminaire, mais on n'est pas dans un appel déjà authentifié. Alors ce petit séminaire était vide et donc on demande on ne sait pas trop comment il restait une dizaine de jeunes dans ce grand bâtiment et on ne sait pas trop comment le gérer. Et donc dès que les Salésiens se mettent à s'en occuper, eh bien les demandes affluent et très vite la maison est remplie. C'est un immense succès auprès des parents qui font confiance aux Salésiens pour l'éducation de leurs enfants. Et donc il va y avoir à ce moment-là un parti d'opposition assez fort qui va commencer à se manifester. On accusait Jean Bosco de donner une éducation jésuitique et pleine de bigoterie. C'était des reproches faciles à faire pour ceux qui se mouillaient peut-être moins les mains. Et donc ces critiques vont demander de séparer les deux œuvres, mais Jean Bosco refuse en disant bien on a un principe éducatif, on voit bien que les parents font confiance, le petit séminaire et l'œuvre du Val d'Occo c'est tout un et on continuera d'éduquer les enfants dans le même esprit. Et alors parallèlement, à partir donc dans les années qui suivent, on voit Jean Bosco commencer à s'intéresser à une branche féminine, donc la création d'une branche féminine qui va éclore en 1871. Donc un des collaborateurs de Jean Bosco avait réuni autour de lui un petit groupe de filles qui désiraient fonder une branche féminine pour donner un pendant féminin à cette œuvre d'éducation qui jusqu'alors était axée d'abord sur les garçons. On se rappelle que la marquise de Barolo avait eu qui avait été très importante au début pour soutenir le jeune vicaire Jean Bosco avant qu'il ne puisse fonder son œuvre et trouver sa voie dans l'éducation de la jeunesse. La jeunesse avait voulu l'orienter vers ses propres œuvres charitables qui étaient destinées d'abord aux filles, et Jean Bosco lui avait
s'est dit, mon appel, c'est d'abord auprès des garçons par le type d'éducation qu'il était capable de donner. Mais c'est resté quand même une préoccupation en lui, et voilà que l'occasion lui est donnée, grâce à ce groupe, de fonder une branche féminine qui va s'appeler Filles de l'Immaculée. Et donc leurs constitutions sont calquées sur celles des Salésiens, avec quelques adaptations. Voilà, et donc c'est en 1871 que naît cette branche féminine de l'œuvre de Jean Bosco. Alors, cette œuvre de Jean Bosco connaît des péripéties, et puis il va falloir attendre une véritable bataille diplomatique de 10 années entre 1864 et 1874. Saint Jean Bosco a alors 59 ans pour une approbation pontificale de son œuvre. Alors, vous allez me dire, mais le pape Pie IX est son ami intime, il a accès à des audiences privées, et le problème, c'est qu'en dessous du pape, vous avez des commissions qui sont beaucoup plus réservés, d'autant que, et on en reparlera juste après la pause musicale, un conflit important va avoir lieu entre Don Bosco et puis son archevêque, l'archevêque de Turin, Gastaldi, pendant longtemps, ce qui va freiner l'approbation officielle de son œuvre, ce qu'on appelle les constitutions salésiennes. Et le deuxième problème, c'est que vous vous souvenez de la réunification de l'Italie, avec notamment ces soldats menés par Garibaldi qui débarquent en Sicile et remontent le royaume de Naples, et puis ce combat de tous les Italiens avec mené par des grands opéras qui manifestent cette réunification célébrée par l'Italie. Le problème, c'est que le pape, lui, on lui a fait subir cette réunification par la force au prix des baïonnettes, et donc il y a un conflit pour les évêques. Qui nomme les évêques? Alors le nouveau roi d'Italie, sacré qui va prendre sa capitale simplement en 1870, à Rome, va accepter que le pape nomme les évêques, mais les évêques vont avoir besoin d'une autorisation du pouvoir civil pour remplir leurs fonctions, aller dans leurs bâtiments qui appartiennent à l'État, puisque ce nouveau royaume d'Italie va au départ appliquer des lois contre les religieux. L'explication est toute simple, c'est que les Italiens se battaient contre les Autrichiens qui sont catholiques, et donc les Italiens pensaient que le pape tenait avec les Autrichiens catholiques. Donc il y a eu une vague d'anticléricalisme dans cette époque. Or, Don Bosco va être un intermédiaire pour que les deux protagonistes reparlent, le pape d'un côté et le royaume, le nouveau pouvoir civil italien, sur ces élections des nouveaux évêques. Donc il va avoir un rôle très important au plus haut niveau. Et finalement, après 10 années, nous sommes le 3 avril 1874, il est très heureux puisque les constitutions salésiennes sont véritablement approuvées par la papauté. Alors cette œuvre de Jean Bosco, pour l'instant, restée dans les frontières de l'Italie, donc à Turin essentiellement, et puis elle se répand aussi par le biais des collaborateurs de Don Bosco et puis de cette œuvre salésienne en Italie, mais elle a assez peu passé les frontières, si ce n'est par la réputation. Donc ça commence à être connu à l'étranger. Alors le premier passage de frontière en quelque sorte hors de l'Italie, ça va être à Nice, où là c'est donc Nice qui avait été en 1860 rattaché à la France, et donc Don Bosco est appelé à Nice par la population, en fait, qui cherche, qui a entendu parler de ce qu'il a fait. Et il y avait notamment la conférence Saint-Vincent de Paul, qui avait donc fondée très récemment par le bienheureux Frédéric Ozanam, qui cherchait à développer, sans y arriver, c'est une œuvre auprès de la jeunesse abandonnée de Nice. Et donc on va appeler Jean Bosco, c'est ainsi que ce patronage pour les jeunes destiné à éduquer ces jeunes abandonnés et délaissés va naître progressivement avec cette aide de la Société Saint-Vincent de Paul à Nice, et c'est ainsi que l'œuvre de Jean Bosco commence à sortir et puis se répandre ensuite dans de très nombreux autres lieux pour connaître un peu cette réalisation de la vision que Jean Bosco avait eue d'un homme. Donc il avait beaucoup de songes, Jean Bosco. Donc parmi ces songes, il y avait cette roue, voilà, qu'un homme tournait, qui faisait un bruit
terrible qui s'entendait d'abord dans tout Turin, puis dans toute l'Italie, puis dans toute l'Europe, et puis dans le monde entier. Et donc progressivement, c'est cette expansion phénoménale de l'œuvre dont le petit jeune saltimbanque du Piémont pouvait avoir très peu d'idées au tout début dans sa jeunesse, qui commençait à se réaliser dans une œuvre connue dans le monde entier. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Jean Bosco est le prêtre le plus connu de Turin et sa congrégation, sa société de prêtres, les Salésiens au service des enfants abandonnés dans l'oisiveté en cette période, en ce 19e siècle italien, cette période de révolution industrielle. Saint Jean Bosco fait de l'ombre à son archevêque. Lorsque Monseigneur Gastaldi reçoit cet archevêché de Turin, en fait, il l'avait reçu grâce à une recommandation de Saint Jean Bosco lui-même au pape, puisqu'il entretenait des relations tout à fait intimes avec le pape Pie IX de l'époque. Et le Monseigneur Gastaldi, c'était un Turinois, et puis il avait une réelle intention ou un intérêt pour l'œuvre de Don Bosco. Et contrairement donc, Saint Jean Bosco est content de cette nomination, il pense qu'il va bien s'entendre avec l'archevêque, et c'est tout le contraire. Alors c'est simple, c'est une question de jalousie. Il y avait un seul trône, on va dire, à Turin, une seule place pour le personnel ecclésiastique le plus important, et puis il y avait deux personnes. Et donc cette jalousie va perturber les relations et ça va aller très très loin. Alors les deux vont se plaindre l'un de l'autre au pape, et puis à la fin de la vie, Don Bosco va perdre peu à peu l'appui de Pie IX, qui lui avait demandé de réformer une jeune congrégation à Rome. Et c'est un échec. Et là, il y a une affaire, notamment des libellés sur le marché qui traînent dans la boue l'archevêque de Turin. Et là, l'archevêque de Turin s'était engagé quelques années auparavant à suspendre, c'est-à-dire relever les fonctions du prêtre, tout le Saint Jean Bosco, si il avait reçu des critiques. Et donc il y a un enchaînement qui fait que Saint Jean Bosco va être dans une bataille diplomatique qui va durer tout à la fin de sa vie, et puis ses frères et ses fils spirituels, directeurs des petits oratoires, vont être suspendus, ils ne vont plus pouvoir dire la messe, plus pouvoir confesser, et il faudra attendre la mort subite de Monseigneur Gastaldi pour interrompre ces années de difficultés à l'intérieur de l'église à Turin. Alors, donc on a dit que l'œuvre de Don Bosco commençait donc avec ses difficultés internes à Turin, ne cessait pas de gagner de l'importance, et notamment commençait à sortir des frontières, d'abord avec Nice puis la France, et puis à l'appel également de l'Église en Argentine, eh bien il y a un projet qui se monte, donc de partir, d'envoyer des missionnaires en Argentine. Donc il y a une espèce de fièvre missionnaire qui commence à prendre la congrégation salésienne, qui correspond tout à fait à cette fièvre missionnaire de la fin du 19e siècle dans toute l'Église, et notamment en France. Et donc voilà, il y a cet enthousiasme qui naît dans un esprit pas très moderne par rapport à ce qu'on dirait de la colonisation aujourd'hui, donc qui est très lié à cette œuvre de civilisatrice et de la colonisation, mais qui dans le domaine spécifique de Jean Bosco s'attache à l'éducation et au sort de la jeunesse. Et donc des missionnaires sont envoyés.
Il y a un projet également en Pentagonie, en Éthiopie. Et puis Jean Bosco voyage. Alors on va parler un peu de son voyage très intéressant en 83 notamment, alors en 80 et 83, où il est venu à Lille, donc à l'église notamment Saint-Maurice et l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et au cours de ces voyages qu'il a fait à d'autres endroits, c'est parce qu'on a des relations de ces voyages qu'il a fait à Lille, qui du coup on peut en dire un peu plus. Eh bien il parle et il parle notamment à la bourgeoisie chrétienne de l'époque pour essayer de lui communiquer ce désir de l'éducation de la jeunesse en disant, si vous voulez pas en gros qu'elle vienne vous trancher la gorge, eh bien occupez-vous d'aller la rejoindre pour l'éduquer et lui faire du bien. Et donc en s'appuyant non pas sur une idéologie mais sur un modèle très pratique, concret d'éducation de la jeunesse, il convainc de nombreuses personnes à rejoindre et à soutenir cette œuvre pour le développement de la jeunesse perdue des faubourgs industriels se développant un peu partout en Europe. Il s'est usé jusqu'à la fin. Le 31 janvier 1888, il remet son âme entre les mains du Père Céleste et sa fin de vie sera tout à fait édifiante pour ces jeunes il terminera en remettant toute son œuvre à ses fils spirituels qui vont témoigner de lui pour que le pape puisse le béatifier en 1929, le pape Pie XI, et enfin sa canonisation qui aura lieu en 1929, béatification, et 1934, la canonisation par Pie XI. Et terminons avec ce mot qu'il confie à son successeur, son dernier conseil, Fatti amare, fais-toi aimer.